Bonjour à tous, c'est un honneur pour moi de participer au colloque international. Alors, j'en viens à la question de la diversité des langues par un autre biais. Il semble qu'elle soit obscurcie pour des raisons académiques diverses. On sait que les considérations épistémologiques devraient en principe l'emporter sur les stratégies académiques et a fortiori sur les desiderata administratifs, mais nous voyons chaque jour qu'il n'en est rien. Et les problèmes épistémologiques qui sont au fondement des disciplines sont souvent considérés comme des variables d'ajustement du marché de l'enseignement supérieur et de la recherche, si bien que le statut même des disciplines se modifie, car leur autonomie et leur unité perdent de leur importance aux yeux même de leurs représentants. Et d'autre part, à l'intérieur des disciplines, chaque domaine spécialisé, chaque école revendique son autonomie. La discipline devient difficile à saisir et à enseigner en raison d'une sorte de déficit épistémologique croissant, d'où une restriction d'horizon qui affecte la transmission même des bases de la linguistique historique et comparée, dont l'objet est précisément la diversité des langues. Bref, nous avons à promouvoir non seulement une interdisciplinarité externe, mais une sorte d'interdisciplinarité interne qui permettent d'avoir une vue plus claire de la situation et des perspectives de chaque discipline, la linguistique en premier lieu. Alors, j'examinerai successivement ces formes d'interdisciplinarité. D'abord, l'interdisciplinarité interne. Comme vous savez, la grammaire est une des disciplines les plus anciennes. Elle se forme à l'époque hellénistique, alors que la linguistique compte parmi les disciplines les plus récentes, à peine 2 siècles, alors que tout l'enseignement de la grammaire était centré sur le grec puis sur le latin. Il a fallu attendre la Renaissance pour que des grammaires des langues vulgaires, dites vulgaires, soient élaborées. Et c'est finalement en 1492 que que Nebrija publie la première grammaire en langue vulgaire d'une langue vulgaire. Et en fait, la diversité des langues n'est devenue un objet scientifique qu'à la fin du XVIIIe siècle, avec des auteurs comme Humboldt, Rask, Wilhelm von Humboldt, Rasmus Rask, et ils ouvrent un champ de connaissances nouveau, chacune des langues étant définie par rapport aux autres, et chacune décrite dans ses variations diachroniques, diatopiques, etc. Or, la formation de la linguistique à ce moment-là pourvoit la grammaire d'un fondement épistémologique qui lui manquait jusqu'alors et que les diverses spéculations philosophiques sur le langage n'avaient pu lui assurer. Et la nouvelle discipline qui aura ensuite une grande importance dans la formation de ce nouveau continent qu'on peut appeler les sciences de la culture, se caractérise par sa méthodologie historique et comparative qui va servir de modèle à des disciplines voisines comme les études de mythologie. Et cette méthode, qu'on a appelée plus tard le structuralisme, n'a aucunement démérité, comme en témoignent plus près de nous les œuvres de Marcel Mauss, de Claude Lévi-Strauss, de Carlo Ginzburg, de Georges Dumézil. Mais ce champ d'objectivité constitué par la diversité des langues se voit négligé. Il y a une sorte de restriction grammaticale qui fait bon ménage avec la dispersion de la discipline.
Par exemple, l'usage s'est imposé en France de parler de sciences du langage au pluriel. Un faux naïf serait en droit de demander l'inventaire de ces sciences. Bien entendu, un pluriel peut se vouloir tout à fait inclusif, mais n'oublions pas ce que formulait Bourdieu dans Ce que parlait veut dire, comme le langage est une chose sociale, c'est à la sociologie d'en traiter. Soit. Mais il néglige que la diversité des langues n'est en rien l'objet de la sociologie et que la linguistique n'a aucune raison de s'en laisser déposséder. Par ailleurs, les décideurs et les milieux économiques n'ont aucune appétence particulière pour la diversité des langues et se satisferaient visiblement du Basic English ou du Globish. Si nous délaissions la question fondatrice de la diversité des langues, la linguistique risquerait fort de devenir un appendice des industries de l'information et de la communication. C'est déjà d'ailleurs en partie le cas. Par exemple, le linguiste est interrogé par les journalistes sur les petites phrases de tel ou tel homme politique ou sur des néologismes inclusifs, un peu comme le sociologue est interrogé sur la mode des seins nus sur la plage qui lui assure une audience saisonnière que l'on peut trouver bienvenue. Alors, comment transmettre et étendre la problématique de la linguistique comparative. Il y a eu des ruptures antagoniques qui font que dans certaines écoles linguistiques, comme celle de Chomsky, la diversité des langues n'était plus considérée que comme un épiphénomène sans pertinence qui relève tout au plus d'un réglage de paramètres au cours du développement d'un organe mental. Et par ailleurs, avec le développement des recherches cognitives, la tradition grammaticale s'est vue confortée dans le dualisme entre langage et pensée. Ce dualisme avait été pourtant abandonné depuis l'époque de Humboldt. Et négligeant ou ignorant cette innovation, Chomsky a fait table rase. Par exemple, dans Cartesian Linguistics, il se recommande explicitement des grammaires générales de l'âge classique prises pour modèle cognitif en raison de la dualité entre la logique des concepts et la grammaire des mots. C'est ainsi faire retour avant la formation de la linguistique et en annuler le programme. À la même époque, d'ailleurs, alors que le structuralisme était reconnu comme la méthodologie propre à la linguistique comparée, Chomsky condamne d'emblée le structuralisme, d'ailleurs le structuralisme américain, qui se limitait à une sorte de distributionnalisme fort éloigné du structuralisme sémiotique qui se développait en Europe centrale dans l'entre-deux-guerres. Vous savez aussi qu'à la fin des années 1960, Derrida et d'autres penseurs de la déconstruction se sont attaqués à la linguistique dans la personne de Saussure par une critique tout à fait antiscientifique du cours de linguistique générale de Saussure, sans tenir compte d'ailleurs d'autres éléments. Et donc, la condamnation du structuralisme a servi aussi à la délégitimation de l'ensemble des sciences humaines. Alors, les conséquences de ces deux coups de force, le coup de force formel et le coup de force déconstructif, ont été très importantes,
parce qu'elles ont touché le statut sémiotique des langues et ont eu un impact majeur sur la linguistique, le développement de la linguistique jusqu'à nos jours. Il y a eu différentes formes, dans ce cas-là, de l'oubli du projet fondateur de la linguistique comparée. Au lieu d'élaborer une philosophie de la linguistique, pourtant réfléchie par des auteurs comme Cassirer, Sapir, Buller ou Cosseriou, on a cherché l'inspiration dans la philosophie du langage, alors même que la philosophie contemporaine du langage reste sans lien déterminé avec la linguistique. Wittgenstein, Austin ou Searle ne citent jamais aucun linguiste et ne tiennent aucun compte des recherches linguistiques contemporaines. Largement favorisée par les tutelles, cette évolution a conduit la linguistique à se rattacher pour l'essentiel au domaine de la communication, comme si toutes les langues se réduisaient à des instruments de communication. Le paradoxe est d'autant plus grand que la diversité des langues est maintenant considérée comme un obstacle à la communication. Or, on ne souligne pas que la diversité des langues est dérivée de leur statut sémiotique particulier. Il serait vain ici d'énumérer, comme l'a fait Jacobson jadis, des fonctions du langage, car toute pratique sociale peut en découvrir et en instituer de nouvelles. Chaque fois qu'apparaît un nouveau genre textuel, on peut dire que le langage trouve une nouvelle fonction. En bref, les fonctions ne sont que des usages dominants à tester, mais leur énumération reste normative. Ce qui est bizarre, c'est que Jacobson confond la notion de système et la notion de code. Et en fait, les langues ne sont pas des codes. Et si on les considère comme des codes et non pas comme des systèmes d'ailleurs complexes, la question de leur diversité et de leur complexité n'est plus saisissable. Vous savez que les langages formels sont des codes. Le code Morse est un peu oublié, mais le plus connu reste le code informatique. Et les codes sont conformes à des règles de formation et d'institution. Les signaux d'un code sont définis à tout moment par leur nombre et leur référent, que ce soit des objets ou des actions déterminées. Les codes sont explicites ou explicitables, sans histoire interne propre. Ils n'évoluent que par des décisions successives. Et ils sont aussi universels, ou du moins universalisable. Et donc ce modèle du code est particulièrement séduisant parce qu'il est particulièrement simple, voire simpliste. Tandis que les langues ont beau être des créations humaines, elles évoluent et se différencient de façon qui échappent à la volonté normative, même si leurs règles peuvent être décrites comme des normes invétérées qui évoluent lentement. Et en raison même de la complexité de leurs normes, les langues diffèrent sans pouvoir être transcodées au sens strict les unes dans les autres. En bref, une langue est un système qui permet de créer ses normes, d'où son évolution. J'ajoute que pour un code, il n'y a pas de... Les éléments d'un code sont des signaux et un signal n'a pas de contexte. En revanche, le contexte est une norme locale qui est fondamentale pour toute interprétation et même sémiose linguistique. D'autant plus que la tradition... Alors on a du mal à saisir cette différence parce que la tradition grammaticale a négligé le caractère polysystématique des langues. Il n'y a pas qu'un système, il y a tout un espace des normes qui a bien été décrit par des gens comme Cosseriou. Alors, cette
hétérogénéité sémiotique des langues permet aussi bien l'exploitation de ce qu'on pourrait appeler leur valeur symbolique que, au contraire, qui exploitent leur complexité, ou au contraire, leur valeur signalétique qui diminue cette complexité pour transformer les langues en système de signaux. Par exemple, un mot peut revêtir le statut d'un signal. Par exemple, le signal feu dans un peloton d'exécution peut parfaitement être remplacé par un coup de sifflet ou par un geste. Et on peut dire d'ailleurs que les performatifs ne sont que des signaux codifiés et non pas des symboles. Alors que chaque occurrence d'un symbole au sens du symbole linguistique selon Saussure est un apax, comme on l'a vu, de Prodikos à Schleiermacher et de Saussure à Pothier. Ainsi, une unité documentaire peut revêtir différents régimes sémiotiques selon les systèmes et les situations. On le voit par exemple pour la distinction entre usage et mention qui est déjà bien décrite par Saint-Augustin. Alors, j'en viens à la réduction des langues à des langages de signaux. Il y a d'une part une réduction, une réduction qu'on peut dire numérique qui intéresse l'ensemble des institutions et des pratiques et qui conduit à une sorte de désymbolisation. D'une part, il y a alors, on avait, comme vous savez, créé toutes sortes de langages formels et on a essayé de représenter les langues avec ces langages formels, c'est-à-dire on passe de systèmes de symboles à des systèmes de signaux, avec évidemment des déperditions tout à fait spectaculaires. Il y a eu aussi les langues artificielles, mais il y a eu aussi des fausses langues, enfin des langues restreintes, comme le BASIC en 1936, créé par un logicien Ogden. Ces langues sont des langues de termes non équivoques. Or, le symbole linguistique est équivoque. La question de ou du moins, il prend un sens précis dans un contexte déterminé. Sa signification reste ouverte hors contexte. Et il n'existe pas hors contexte, d'une certaine façon. Un mot n'est qu'un passage d'un texte. Alors, ces langues de service ou pseudo-langues sont des résultats de réduction d'une langue à un code de communication. Une deuxième entreprise qui est liée à celle-là, c'est celle de la terminologie à partir des années 1930. Pour les fondateurs comme Wüster ou Dreesen, les termes ne sont pas des unités linguistiques. Ils sont d'ailleurs figurés que par des mots pleins, mais ils n'ont ni ambiguïté, ni contexte, ni évolution diachronique. Ce sont donc des signaux et non pas des symboles, des signaux référentiels univoques. Et la réduction du texte au document et l'idéologie des datas font que le terme est devenu mot-clé. Et les mots-clés sont omniprésents. Google vend 6 millions de mots-clés tous les matins. Ça permet la détection et la caractérisation du document et la réduction du document à un nuage de tags. Or, un document est réduit par ses descripteurs à un ensemble de signaux. Il n'a plus aucune valeur symbolique. En d'autres termes, un document est fait de signaux et un texte est fait de symboles. Et une œuvre est faite d'une réflexion sur les symboles. Alors, une dernière ou avant-dernière réduction est celle de l'utilisation des emojis. Les emojis sont des icônes, c'est-à-dire des signaux visuels non linguistiques. Or, beaucoup de textes, maintenant, 50% des messages professionnels contiennent des emojis.
ce sont des signaux synthétiques comme des termes qui sont indépendants du contexte. Enfin, il y a une réduction de la textualité. Vous savez que le texte est un palier de complexité majeure, si bien que le texte est l'unité fondamentale de l'analyse linguistique. Et les formats courts, comme le tweet limité à 100 caractères, à 140 caractères, se prêtent à un appauvrissement majeur de la symbolisation, comme on l'a vu récemment. Et d'autres raccourcissements se dessinent un peu partout. Par exemple, tous les éditeurs refusent les manuscrits de plus de 50 000 caractères, 500 000 caractères, et ouvrent des collections entre 50 000 et 100 000. D'un autre côté, les politiques de flux des médias et des créateurs de contenu conduisent à multiplier les textes répétitifs pour accroître le temps passé en ligne et accaparer ce qu'on a appelé le temps de cerveau. Et ce qui fait que c'est intériorisé maintenant par les pratiques de lecture qui sont modifiées par ce qu'on appelle le scrolling, c'est-à-dire le déroulement indéfini, tel que l'on balaye le document à la recherche de mots-clés. C'est-à-dire que l'interprétation devient une simple prise d'indice. Sur un document numérique, la lecture est 20% plus rapide et la mémorisation 20% moins bonne. Toutes ces simplifications des langues transforment évidemment la manière de poser le problème de leur diversité. Et surtout dans la mesure où leur usage se standardise pour les transformer peu à peu en code de signaux, ce qui transforme subrepticement des langues de culture en langues, disons, de service, considérées comme de simples instruments. Alors, dès lors que la conception instrumentale et utilitariste de la langue domine, c'est la langue de service la plus utilisée qui doit l'emporter sur les autres. D'où l'omniprésence de la fameuse langue monolingue qu'il n'est plus nécessaire de nommer. Vous m'avez compris. Alors, c'est la notion de symbolisation qui reste non seulement à expliciter, mais encore à exploiter et à illustrer, puisque tout ce que je viens de décrire participe d'un même mouvement de désymbolisation. La diversité des langues est un domaine majeur de la diversité culturelle et par là le fondement d'un cosmopolitisme bien compris. Et vous savez que les petites langues résistent aux grands empires. Cette dernière réflexion prend un relief particulier en slavistique, comme il est inutile de le rappeler ici aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.